Bonjour mes amis, me revoilà encore dans une nouvelle lecture et je vous ai choisi cette fois-ci un roman de Guy de Maupassant, Une vie. Donc je vais vous lire un peu le résumé de ce roman et qu'on commence ensemble la nouvelle lecture de ce roman. Donc, voilà. Jeanne, fille de baron Simon Jacques et de la baronne Adélaïde, est une jeune aristocrate qui, pour ses 17 ans, quitte le couvent pour commencer une vraie vie. Elle s'en va donc de chez elle avec son père et sa mère qui lui lèguent un château pour y vivre avec son prochain mari. Celui-ci, Julien de la Mare, qu'elle rencontre dans les quelques jours suivant sa sortie de couvent, est un véritable avare, est un égoïste, mais elle ne le découvre qu'après leur mariage. Il trompe Jeanne avec sa domestique Rosalie, puis avec une voisine du nom de Gilbert de Fourville. Jeanne accouche prématurément de son premier enfant, Paul, qui connaît quelques problèmes de santé. Son deuxième enfant, une petite fille, est morte, née le jour même où Monsieur de Fourville tue Julien. Paul part en pension à 15 ans au collège du Havre, où il suit des études que toute sa famille juge minables. Jeanne se retrouve ainsi seule après la mort de la baronne et de sa tante Lison. Ravagée et tombée dans la dépression à cause de cette solitude, elle retrouve par hasard son ancien domestique. Elle vend alors le château et emménage ailleurs avec Rosalie. Sans nouvelles de Paul, Jeanne s'enforce dans sa tristesse chronique, mais Paul, dans une situation financière délicate, va lui demander de s'occuper de son enfant qu'il a eu avec une prostituée morte en accouchant, grâce à l'arrivée de ce nourrisson et la promesse que son fils lui fait de la rejoindre très bientôt. Jeanne retrouve le goût de la vie. Voilà, c'était le résumé. Donc on va commencer un peu la lecture de quelques pages de ce roman et je vous laisse bien sûr la suite, lire la suite. Voilà. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. L'averse toute la nuit avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel, bas et chargé d'eau, semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement de ruisseaux débordés emplissait les rues désertes où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne est sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps. Craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas. Et pour la 100e fois, depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant, au meilleur d'un dessin, la date de l'année courante 1819. En chiffres d'or, puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, le jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Janet !» Jeanne répondit « Entre, papa !» et son papa parut. Le baron Simon Jacques, le pertuis dévot, était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon, disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau.
Il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93, mais philosophe par tempérament, illibéral par éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour éteindre, une bonté de créateur, éparse sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il avait tenu là sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Et par les champs, au milieu de la terre, féconder, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples, des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortit maintenant du couvent radieuse, plein de sève et d'appétit, de bonheur, prête à tout, les joies, à tous les hasards charmants que dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse avec ses cheveux d'un blanc luisant qu'on aurait dû avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate, à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus de ce bleu opaque, comme ceux des bonhommes en faïence de Hollande. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton, où frisaient quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses deux mains à ses tempes, comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa en l'attraignant. « Eh bien, partons-nous » dit-elle. Il sourit, secoua ses cheveux déjà blonds et qu'il portait assez longs, et tendant la main vers la fenêtre. « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre. « Oh, papa, partons, je t'en supplie. Il fera beau dans l'après-midi. » Mais ta mère n'y consentira jamais. Si, je te le promets, je m'en charge. Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen. Son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. 2 fois seulement, on l'avait emmené 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore
et elle ne rêvait que la campagne. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de la famille planté sur la falaise près d'Yport. Et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir, qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie tombant sans répit depuis la veille du soir était le premier gros chagrin de son existence. Mais au bout de 3 minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison. « Papa, papa, maman veut bien. Fais atteler. » Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre, forte et bien découplée, comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins 20 ans bien qu'elle en eût, au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse, devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit en souffrant beaucoup. Le peron du vieil hôtel regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, répondit « C'est vous qui l'avez voulu, madame Adélaïde. » Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de madame, avec un certain air de respect, un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture, dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté. Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus deux paniers qu'on dissimula sur les jambes, puis elle grimpa sur le siège d'à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Il recule les dernières recommandations pour les mâles qui devaient suivre dans une charrette et en partie. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline au grand trot des 2 chevaux dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dans les mâts. Les verjus, les cordages se dressaient tristement dans le ciel, ruisselant comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du Mont-Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies, et de temps en temps, un sol noyé, les branches tombant avec un abandonnement de cadavres, se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils debout.
On se taisait, les esprits eux-mêmes semblaient mouillés, comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trompées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre, ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air, et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors de sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait. Et elle jouissait d'être emportée du grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des deux bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne, peu à peu, s'endormait, sa figure qu'encadrait si boudin régulier de chevaux pendillants s'affaissa peu à peu, mollement soutenu par les grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête soulevée à chaque aspiration retombait ensuite. Les joues s'enflaient tandis que, entre ses lèvres entr'ouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle et posa doucement dans ses mains, croisées sur l'ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla. Elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit, de l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait, et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et le lui posant sur le genou. « Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme d'Élote. Je l'ai vendu pour faire réparer les peuples où nous habiterons souvent désormais. » Elle compta 6 400 francs et les mit tranquillement dans sa poche. Voilà. Donc, j'ai lu un peu une dizaine de pages et je vous laisserai lire la suite. Et on se reverra dans une nouvelle vidéo. Au revoir.